Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs pour cette édition spéciale. On va s'intéresser à la coalition de la rupture 2016. Vous le savez mesdames et messieurs, nous étions en 2016 quand 24 leaders politiques ou plus d'une vingtaine si vous le voulez se sont réunis pour officialiser la création d'un nouveau regroupement politique dénommé Coalition de la rupture. C'était dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle qui marquait la fin de la gouvernance de Boni Yayi. Patrice Talon était arrivé alors deuxième au premier tour derrière Lionel Zinsou, soutenu par le président sortant. À moins de 2 ans de la fin de mandat de Patrice Talon, cette coalition existe-t-elle encore? Qu'est-ce que cette coalition, mesdames et messieurs, est devenue et qu'est-ce qui conduit souvent au non-respect des accords ou engagements par des présidents élus vis-à-vis de leurs alliés politiques, ruse ou réalité du pouvoir? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. À la signature du protocole d'accord des candidats de la coalition de la rupture en 2016, plus d'une vingtaine de candidats ayant apposé leur signature s'engagent à battre campagne partout dans le pays aux côtés de Patrice Talon pour une victoire certaine. En effet, la signature de ce protocole d'accord vient honorer leur engagement pris de soutenir tous ensemble le candidat de la rupture qui sera sorti au second tour de la présidentielle de 2016. Patrice Talon tire son épingle du jeu avec une large victoire, plus de 65%. 9 ans après, une question taraude les esprits. Qu'est devenue la coalition de la rupture? Autrement, le protocole d'accord est-il respecté? Et suivant cet élément que vous propose la rédaction. 27 candidats à la présidentielle du 20 mars 2016 apportent leur soutien au candidat Patrice Talon. L'ambition était de barrer la voie au candidat Lionel Zinsou qui bénéficiait du soutien du président sortant, Boni Yayi. Il était question d'appeler les candidats à la présidentielle de 2016 au premier tour, l'opposition qui passerait au second tour de cette présidentielle par enchantement. C'est Patrice Talon qui a été qualifié avec comme challenger Lionel Zinsou. C'est ainsi qu'une coalition de 27 candidats sur les 33 au premier tour de cette présidentielle est née. Par leur vote, les Béninoises et les Béninois, dans une écrasante majorité, ont plutôt accordé leur confiance aux candidats de la rupture. Les candidats au premier tour de l'élection présidentielle, membres de la coalition de rupture, sensibles à cette situation préoccupante, entendent œuvrer ensemble pour y remédier. C'est pourquoi, après consultation de leurs bases respectives, et conscients des enjeux et des défis de l'élection présidentielle de mars 2016 et de l'impérieuse nécessité de mettre en synergie leurs forces pour gagner le second tour de cette élection. Dans la lecture de la déclaration préliminaire du protocole, le président Abdoulaye Biotchane souligne que la situation politique, économique et sociale est caractérisée par la décadence des institutions politiques et celle du système partisan, la dépravation des mœurs politiques et le délitement du tissu social, de la cohésion sociale, l'accentuation de la pauvreté, le chômage massif des jeunes et la corruption généralisée. Selon lui, les candidats sensibles à ces mots entendent ensemble pour y remédier. Les candidats signataires de la présente déclaration, après consultation de leurs bases respectives, décident d'apporter leur soutien et celui de leur formation et groupe politique au candidat Patrice Talon, de faire une campagne électorale active et visible en faveur du candidat Patrice Talon, de mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs définis de commun accord avec le candidat Patrice Talon, en avant pour la défense des acquis démocratiques, ensemble pour le nouveau départ. Patrice Talon draine désormais un électorat important qu'incarnent ses différents soutiens. Selon des sources, Talon sera épaulé par chacun de ses candidats dans leur fief, histoire de montrer que celui qui incarne le nouveau départ, c'est bien lui.
En tout cas, Sébastien Adjavon, à visage découvert, honore son engagement. Je tiens plus particulièrement à remercier les centaines de milliers d'électeurs qui m'ont accordé leur suffrage. Par leur vote, ils ont clairement exprimé leur volonté de rupture apaisée dans un large rassemblement. C'est pour moi, mais aussi pour tous les membres de la coalition de rupture, le signe que le changement s'impose. Plus que jamais, il nous faut tourner la page. En considérant de l'engagement du candidat Patrice Talon à ne faire qu'un seul mandat en qualité du président de la République, a renoncé expressément à l'exécution de la condamnation financière de l'État de l'ordre de 129 milliards prononcés en sa faveur. Ces engagements à privilégier l'intérêt général et préserver la paix et l'unité nationale, sa volonté à combattre tout conflit au sommet de l'État avec des aspirations profondes. Les 27 candidats signataires de ce protocole d'accord sont Sébastien Germain Adjavon, Akhenatonde, Gabriel Adjavon, Mohamed Ataorenouho, Issa Soulebadaro, Saliou Youssao Abdou, Simon Pierre Adovelande, Nassirou Arif Aribako, Karimou Tchabisika, Issa Azizou, Zakari Goudali, Bertin Korvi, Pascal Irénée Koupaki, Moudjaïdou Issifou Soumanou, Richard Senou, Marie-Élise Bedo, Daniel Eda, Général Robert Guian, Jean-Alexandre Hontondi, Issifou Kogindoro, Issa Salifou, Christian Lainde, Marcel Alain de Souza, etc. Un peu moins de 9 ans, la coalition de la rupture existe-t-elle toujours? La coalition de la rupture, peut-on le dire, n'existe plus, même si le mot rupture caractérise toujours la gouvernance de Patrice Talon. Il a fallu quelques mois ou, à la limite, quelques années pour comprendre que la dite coalition a connu une division, même si quelques-uns sont encore autour de Patrice Talon et participent à la gestion du pouvoir. C'est le cas de Pascal Irénée Koupaki et d'Abdoulaye Biotchane. En dehors des personnalités qui sont passées de vie à trépas, d'autres bénéficient toujours de la confiance du chef de l'État et se retrouvent à des postes diplomatiques comme Simon Pierre Adovelande. Certains sont nommés également à des postes de responsabilité ou devenus membres des différentes institutions de l'État. Dans ce registre, on peut parler de Général Robert Guian, Nassirou Arif Aribako, Karimou Tchabisika, Akhenatonde, Issa Salifou. Il y a aussi les autres qu'on ne voit plus avec Patrice Talon, Sébastien Adjavon, Mohamed Ataorenouho, Youssao Abdou et Alessandre Hontondi. Dans le rang des anciens soutiens ayant pris leur distance, on retrouve Daniel Eda, dont les prises de position depuis quelques années marquent une rupture avec la rupture. Les acteurs de la dernière classe sont désormais très peu ou pas du tout présents sur la scène politique. C'est le cas par exemple de Marie-Élise Bedo, Issifou Kogi Ndoro. Bertin Korvi, pour sa part, se réclame toujours de la majorité présidentielle, même s'il lui arrive de critiquer les actions à certains moments. 9 ans après la coalition de la rupture, il est donc clair que chacun est allé dans sa direction. Mais qu'est-ce qu'est devenu la coalition? Nous avons au téléphone Franck Kenevor, expert en gouvernance locale, en communication et marketing, en analyse, évaluation des projets, programmes et politiques publiques. Franck Kenevor, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. D'accord, on remarque bien évidemment que 9 ans après, la question reste posée. Les engagements, les accords pris par les présidents justement qui se sont succédés au pouvoir semblent visiblement ne pas être respectés. Ruse ou réalité selon vous? Bon, vous savez, il y a un contexte politique qu'il faut resituer. C'est que déjà, si nous regardons en 1991 avec le président Soglo qui a été élu dans la dynamique d'un consensus national, nous verrons clairement qu'il y a des accords entre des personnalités pour s'accompagner, pour se soutenir lors d'un processus électoral, mais ce n'est pas vraiment des accords sur des politiques publiques. Mais
le retour du président Kérékou en 1996 avec pratiquement toute la classe politique qui s'était ralliée à lui et surtout le PRD de Maître Adrien Oumbédi qui a fait peser la victoire dans le camp du président Kérékou. Je pense que toutes ces personnalités ont fait leur choix non pas sur la base d'une idéologie politique, d'une vision de gouvernance des affaires de l'État, mais sur la base des personnalités, des liens et des négociations avec ces personnes-là. Même scénario en 2006 avec le président Boni Yayi, où l'Alliance Wologuédé a décidé de le soutenir pratiquement à la veille du second tour. Et en 96 aussi, en 2016 aussi, avec le président Patrice Talon. Donc, si on analyse bien ces accords, ces alliances, ce ne sont pas des alliances basées sur des options de gouvernance des affaires de l'État. Et au plan du droit, au plan de notre droit, de notre code électoral, il n'existe pas un accord pour gouverner au sommet de l'État. Il existe des accords de coalition parlementaire, il existe donc au niveau de l'Assemblée nationale et il en existe au niveau des collectivités territoriales, accords de gouvernance locale. Mais au niveau de la présidentielle, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une élection uninominale où c'est une personne qui est élue à l'échelle de la nation. Deuxièmement, nous sommes dans un régime présidentiel. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire ou semi-présidentiel. Nous sommes dans un régime présidentiel où une seule personne détient l'intégralité, la totalité du pouvoir exécutif. Et donc, à partir de ce moment, vous regardez bien, nous avons aujourd'hui le président Patrice Talon a à ses côtés le ministre d'État Abdoulaye Pascal Irénée Kopaki et Abdoulaye Tiorné, c'est ça. Qui étaient parmi les poids lourds, ceux qui avaient eu des scores quand même d'un certain niveau, qui sortaient du lot, en dehors de Sébastien Adjavon, qui n'est plus dans cette alliance pour des raisons que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, mais le nœud du problème, c'est que ces hommes-là ont décidé en tant que parti, en tant que candidat de l'opposition, donc candidat contre le pouvoir du président Boni Yayi en place, ils ont décidé de se soutenir mutuellement, non pas de co-construire un programme, un projet de société, parce qu'au premier tour, chacun de ces candidats avait son projet de société, et au second tour, il n'y a pas eu de négociation pour fusionner, pour faire émerger un projet de société. Donc c'est normal que, une fois investi, l'essentiel, la totalité du pouvoir exécutif soit détenu par le président élu, et la Constitution le reconnaît, le droit de définir la politique de la nation, la politique de l'État. Donc, c'est vraiment sur ce plan-là qu'il faut comprendre que ces alliances-là ne devraient pas prospérer simplement parce que ces alliances ne sont pas basées sur des projets de société, sur un projet de société commun, mais sur des positionnements individuels pour se soutenir mutuellement. Visiblement, pour corriger le tir, il y a eu la réforme du système partisan avec ce code électoral que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, pour être présidentiable ou pour être candidat, il faut être issu d'un parti politique. Est-ce que cela pourrait changer quelque chose? Ce que cela pourrait changer, c'est que l'individu, c'est-à-dire celui qui sera élu président de la République, ne soit pas le seul à décider
de la politique, à déterminer la politique de la nation, mais que ce soit sur la base de l'idéologie du parti politique, de la formation politique qu'il a porté au pouvoir, que cette politique-là soit déterminée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on aura, pour les élections générales de 2026, lorsqu'on aura des candidats bénéficiant du parrainage d'un parti politique, ça veut dire que ces candidats-là vont mettre en avant un projet de société élaboré par le parti politique. Et évidemment, lorsqu'on parle d'une présidentielle, le candidat a toujours son mot à dire dans un projet de société, parce que, comme on le dit souvent en communication politique, une présidentielle, même si on a réformé le système partisan, même si les partis politiques vont donner leur parrainage, c'est toujours la rencontre d'un homme avec son peuple. Et donc, c'est dans la qualité, dans la capacité de ce candidat à porter le message de sa formation politique qu'il pourra séduire les Béninois. D'accord. Est-ce que peut-on y remédier, Franck Enevo? Oui, vous savez, si on arrive, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, notre loi électorale ne prévoit pas d'alliance pour la présidentielle. Mais on peut supposer que si des partis sont déjà dans une logique de coalition parlementaire, ça veut dire que ces partis-là peuvent s'entendre en termes de projet de société. Parce que c'est un fait reconnu par les textes, les accords de coalition parlementaire au niveau de l'article 146 de notre code électoral. Donc, si dans cette logique-là, pendant les élections législatives, on observe qu'il y a ces accords de coalition parlementaire, on peut espérer que ces deux formations politiques en accord puissent travailler à faire émerger un projet de société qui sera porté par un candidat commun. D'accord. Mais le vrai défi aujourd'hui, c'est que notre paysage politique doit aller vers des formations politiques capables de gagner toutes seules la présidentielle. Parce que si c'est plusieurs formations politiques qui se mettent ensemble pour faire gagner un candidat, il sera difficile d'avoir, disons, un projet de société qui reflète les aspirations de ces différents partis politiques. Donc aujourd'hui, nous devons, et c'est là l'intérêt de la réforme du système partisan, pris dans sa valeur absolue, c'est que ça va permettre à des partis politiques d'émerger au niveau national. Et donc, cette clarification du paysage politique, qui se fait toujours désirer, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez l'UPR, si vous regardez le Bloc républicain, si vous regardez les démocrates, qu'est-ce qui distingue ces formations politiques en matière de politique publique? Moi, je ne peux pas aujourd'hui dire que l'idéologie politique de l'UPR, même quand on dit il y a des progressistes, il y a des libéraux, il y a des démocrates, mais dans les faits, en matière fiscale, en matière de politique démographique, en matière de, disons, d'infrastructure, en matière de financement des ménages et autres, en matière de toutes les politiques, quelle est l'orientation, qu'est-ce qui distingue chaque formation politique? Si on n'a pas cette clarté, il sera difficile d'espérer, même quand un parti politique va gagner la présidentielle, celui qui sera président, est-ce qu'il sera suffisamment redevable de cette formation politique pour laisser les instances supérieures de cette formation politique l'accompagner dans les nominations, dans les choix de politique publique? Ça, c'est une question importante que la réforme du système partisan devrait permettre de résoudre. Mais aujourd'hui,
je pense que la nature même de notre régime, nous sommes dans un régime présidentiel, et si vous voyez bien, s'il n'y a pas les questions de parrainage, un individu peut valablement damer les pions à toutes ces formations politiques qui existent aujourd'hui. Merci à vous, Franck Kenevo. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance locale, en communication et marketing, en analyse et évaluation des projets, programmes et politiques publiques. Très bonne soirée, Franck. Merci à vous aussi et merci aux téléspectateurs de Guérus TV. Allez, mesdames et messieurs, ce journal se poursuit avec ces interrogations qui ne cessent de se succéder. La coalition 2016 a-t-elle effectivement changé quelque chose? Pourquoi les engagements et les accords politiques n'aboutissent souvent pas? Nous avons au téléphone Bertin Corvi. Bonsoir Bertin Corvi, vous êtes membre du parti Bloc républicain. Vous vous rappelez en 2016 de cette coalition qui a porté le président Patrice Talon au pouvoir. Si on vous dit de faire une lecture aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Alors, merci beaucoup. Je salue à vos téléspectateurs. Oui. Je voudrais tout simplement dire que les chats ne font pas des chiens. Vous savez, je dirais aussi que les fruits ont bien tenu la promesse des fleurs. Parce que quand vous prenez l'esprit et le contexte des accords de collaboration, de coopération politique signés entre le candidat Patrice Talon et 28 autres candidats, eh bien, que les autres soient déçus à un moment donné était prévisible. Il ne vous a pas échappé quand même qu'après avoir signé l'accord, le lendemain, je l'ai dénoncé, je l'ai quitté. Tout simplement parce que les termes n'étaient pas assez clairs, n'étaient pas assez engageants. Alors, quel est le problème? Très souvent, quand les gens sont certains qu'il y a un parmi eux qui sera président, eh bien, ils lui accordent toutes les faveurs, ils leur fait des promesses démagogiques, il leur promet par exemple de leur faire pousser des ailes pour qu'ils volent comme l'oiseau. Bref, c'est un accord de trompe-l'œil, si vous voulez. 2016 n'a pas échappé à cela. Alors, ça c'est déjà le premier problème. Les accords ne sont pas sérieux. D'ailleurs, après 2016, j'irai à 2006. Il y a Iboni et Wologede. Mais finissons d'abord avec 2016. 2016, l'accord, le président Talon, le candidat Talon, a accepté tout ce qu'on pouvait lui demander. Surtout que ce n'est même pas lui qui a fait le test. Ce sont ces ouailles qui ont fait le test et les autres ont signé un accord d'allégeance. C'est ce que j'ai reproché à l'accord et je l'ai quitté. C'était un accord d'allégeance, pas un accord de coopération. Aussi, quand vous avez fini un accord avec un candidat qui est devenu président, ben, qu'est-ce qui oblige le président à accepter ce que le candidat qui était désespéré voulait à tout prix qu'on le soutienne? Qu'est-ce qui oblige un président déjà en place de respecter cet accord? Rien, si ce n'est que la morale. C'est pour ça que j'ai toujours dit de tels accords doivent être signés devant des divinités. Si c'est devant là-haut, le Notre mondial là ne tue personne, il est miséricordieux et très miséricordieux. Si c'est devant Jésus-Christ, ils ne vont pas respecter. Il faut les amener devant Tolegba ou bien le fétiche de leur village. Et ils vont respecter parce que c'est en ça qu'ils croient sans s'en rendre compte. C'est déjà ça la réalité. Aussi, l'autre problème est celui-ci. Dès que l'autre est devenu président, même si c'est votre propre enfant, vous devez le traiter comme un président. Il y en a qui, parce qu'ils ont aidé quelqu'un à être élu, ils diront oui, je suis le vice-président, sans moi, il n'aurait pas pu être élu. Bon, peut-être que c'est vrai, il se trouve qu'il est déjà élu. Donc, il faut le traiter avec respect, avec considération. Et c'est ça qui manque souvent aux gens. En matière d'abord, le Yoruba dit Kabi ici. Même ton propre fils qui devient roi là, il faut lui donner de la considération. Ça, c'est un. Autre chose, l'autre est élu, celui qui l'a aidé à devenir président, croit qu'il doit partager le pouvoir avec lui. Et c'est là où les problèmes aussi commencent, en fait. Autre chose, ne soutenez jamais votre alter ego. Je vais être factuel.
Adjavon a été le con en soutenant Patrice Talon. Et je lui avais dit, Adjavon, si tu soutiens Patrice Talon, il n'aura pas le choix que de te briser les os pour exister. Si c'est toi qui es président, tu n'auras pas le choix que de briser les os à Patrice Talon pour exister. Car vous êtes pratiquement des jumeaux, mais l'autre est positif, l'autre est négatif. Si tu soutiens Zinsou, Zinsou aura besoin de toi. Mais Talon aura besoin de quoi chez toi? L'argent, il a l'argent. Il parle les langues nationales. Il connaît le peuple. Donc, il n'aura pas le choix que de te combattre. Et toi, tu vas commencer par croire que tu es son alter ego et vous aurez des problèmes. Ça, c'est avant le premier tour. Quand j'essaie de le convaincre à faire Zinsou, il me dit non, c'est son frère, ils ont un accord et le peuple veut Talon. J'ai dit bon, ok. Eh bien, il a appris à ses dépens, ce n'est pas la faute à Talon. Si Adjavon avait été élu, il n'aurait pas eu le choix que de combattre Talon. Et maintenant que c'est Talon qui est élu, eh bien, la règle s'est appliquée. Et en voyant la politique sans réfléchir, ils ne réfléchissent pas. Tu ne peux pas, ce n'est pas tout le monde qu'on soutient. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix que d'être ton ennemi. Il est né pour être ton ennemi. Tu dois calculer tout ça dans tes choix. Je vais prendre Wologede avec Yahi Boni. Yahi Boni signe avec le Wologede. Il ne faut pas se mentir. Wologede a soutenu Yahi Boni parce que le président, le citoyen Talon a payé à Wologede 14 millions à cette époque-là. Ils sont encore vivants, on peut leur donner la preuve. Et ils ont laissé Adrien Oumbeyi pour 14 milliards qu'on leur a payé pour rembourser leurs frais de campagne. Alors, Yahi Boni a estimé qu'il a acheté leur voix. L'accord signé, Roger Soglo se plaignait pour dire Yahi l'a déchiré. Mais Yahi a raison, puisqu'ils ont pris l'argent. Vous comprenez? Les gens entrent en politique sans connaître les règles. Si vous voulez être important pour quelqu'un en politique, soutenez-le sans rien attendre de lui. Vous aurez tout de lui. Mais quand vous soutenez quelqu'un en politique, en attendant de la récompense, vous serez déçu. Aussi, en politique, pour être toujours dans les faveurs de quelqu'un, il faut être toujours porteur de solutions à ses problèmes. C'est voilà pourquoi il m'a trahi, Mais si tu n'es plus porteur de solutions à ses problèmes, il va te jeter à la poubelle comme une banane qu'on a fini de manger, donc jette la peau quelque part. Hélas, c'est comme ça, et c'est la vie. D'accord. Réforme du système partisan, est-ce que ça peut corriger la chose aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on estime quand même que les partis politiques sont destinés à présenter un candidat et si possible l'élire. Oui, la réforme du système partisan va un peu éviter aux candidats d'avoir besoin d'aller réunir briques et broc, chats et chiens, moutons et cabrés et chanoublis. Mais les êtres humains resteront toujours les êtres humains. Celui que le parti va choisir pour être son porte-flambeau, s'il n'y a pas de dispositions claires pour l'obliger à respecter les engagements au vu du parti, il va chercher à les détruire. Vous comprenez? Oui. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire comprendre au candidat choisi qu'il n'est pas président parce qu'il le veut, il est président parce qu'un parti l'a porté. Aussi, nous sommes au Bénin. Et il faut l'amener devant les entités ancestrales, qu'il aille porter, qu'il aille prêter serment là-bas d'abord, de fidélité, de respect au parti. Il faut aussi qu'il comprenne aujourd'hui que dans le système partisan actuel, le président tout puissant, chef du gouvernement, chef de l'État, est moins puissant que le chef du parti quand il est au niveau du parti. Car c'est le parti qui fait la politique et lui fait la gestion économique. Ça, il faut. Est-ce qu'ils sont nombreux dans notre système partisan aujourd'hui à comprendre cette dimension de la chose? Je ne suis pas certain. Et là, on peut aller devant des difficultés. Si celui qui est élu, il se dit, ah, je les ai eus. Bon, voilà. Merci, Bertin Corvi. Je rappelle que vous êtes membre du parti Bloc républicain et merci d'avoir accepté répondre à nos questions. Et dans le Bloc républicain, je suis au Bloc républicain au titre de l'Alliance Iroko. Cela me tient vraiment à cœur. De l'Alliance Iroko. D'accord. Les téléspectateurs vous écoutent. Merci. 9 ans après la coalition de la rupture, il est donc clair que chacun est allé dans sa direction. Mais qu'est-ce qu'est devenu justement la coalition 2016? La question, mesdames et messieurs, continue d'être posée.
Et nous avons au téléphone Jacques Bonou, avocat. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter répondre à nos différentes questions. Avec plaisir. Merci. La coalition 2016 a été créée pour soutenir Patrice Talon, vous le savez bien évidemment. Plus d'une vingtaine de candidats qui n'ont pas pu tirer leur épingle au premier tour ont décidé d'apporter tout leur soutien à Patrice Talon pour qu'il soit élu au deuxième tour, ce qui a été fait. Sébastien Adjavon, Abdoulaye Biotchane, René Koupaki, bien d'autres figures emblématiques. Mais la grande question, maître, 9 ans après, est-ce qu'on peut tirer une leçon concrète? Bon, de mon point de vue, je pense que la coalition qui a porté le président Talon au pouvoir, cette coalition a été faite essentiellement pour la vengeance sur un homme. C'est-à-dire, l'ancien président Yahi Boni avait eu peut-être, de mon point de vue, des comportements assez vulgaires, si je peux le dire. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui parlait, qui opinait sur toutes les questions, qui prenait des positions, qui sortait au point d'agacer non seulement sa population, mais également tous les hommes politiques. Donc, dès l'avènement de 2016, tous les acteurs politiques ont voulu simplement le virer. Et au moment de faire cette coalition, personne n'avait objectivement réfléchi sur l'avenir. Bon, on a trouvé un opérateur économique, il a de l'argent, il a les moyens, et tous les hommes politiques se sont réunis pour choisir ce monsieur sans réellement penser à ce qu'est l'homme. Qui est cet homme? Quel programme voulons-nous soutenir et qu'est-ce qu'il a décidé de faire pour le pays? Et le résultat est là aujourd'hui. Le vin est tiré et chacun en boit. D'accord. En fonction de son goût. Dans tous les cas, loin de spécifier justement cet accord de gouvernance au régime de Patrice Talon, on remarque souvent que si on généralise, c'est-à-dire que c'est souvent le non-respect des accords ou engagements des présidents élus vis-à-vis de leurs alliés politiques. Pensez-vous que c'est la ruse ou la réalité du pouvoir? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser que les accords politiques n'ont souvent pas une valeur juridique. D'accord. Les accords politiques ont une valeur morale dont le respect ne peut être dont le respect n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si vous faites une coalition et que vous faites des accords, ces accords, l'irrespect ou l'inobservation de ce que vous avez retenu ensemble ne peut entraîner la partie qui se sent lésée à intenter un procès, par exemple. Donc, si on prend le cas de 2016, on sait que, bon, voilà, il y a une coalition, il y a eu des accords. Le président Sébastien Adjavon, à l'issue de cet accord, avait eu, si je ne me trompe, 5 grands ministères qui étaient en réalité des coquilles vides parce qu'on lui avait brandi juste les bâtiments du ministère, des ministères, mais ceux qui étaient portés à ces ministères et le contenu même ou l'exécution des tâches dans ces ministères lui échappait totalement. Donc, accords politiques, c'est des promesses électorales dont le respect n'oblige personne en fait. Je vais vous poser une question que j'ai posée à votre précédent. Je veux parler de l'expert en gouvernance Franck Kenevor. Aujourd'hui, semble-t-il, la réforme du système partisan vient pour corriger un tant soit peu, visiblement, ses limites. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vu
que les partis politiques vont désormais porter le candidat et, si possible, élire un président de la République, quelque chose pourrait changer? Si on soustrait Patrice Talon de ces deux clubs électoraux, vous allez voir que le Bénin va redevenir ce qu'il était. Parler de réforme politique aujourd'hui au Bénin, c'est un mensonge. Dès que Patrice Talon va partir de la tête de ce pays, tout redeviendra comme il était. Les gens ont simplement peur. Parce que le pouvoir actuel a fait ce que personne n'a jamais envisagé faire au Bénin en politique. Ils ont une force terrible, ils exercent une force terrible sur le plan politique, sur le plan mental. Ce que vous n'avez jamais vu, qui se passe devant vous, les gens sont tranquilles et ils réfléchissent. Certains prient même pour que le mandat finisse rapidement afin de voir ce qui va arriver. Mais pour le moment, les gens ils n'ont pas le choix que de rester dans leur coin. Pour moi, on peut garder espoir, savoir que ce qui se fait actuellement, c'est les derniers soubresauts d'un cheval agonisant, comme l'avait dit le professeur Divoye. Merci, maître. Merci. Oui. Merci, maître Bonou. Je rappelle que vous êtes avocat. Merci, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir sollicité. Merci. Passez très bonne soirée. Bonne soirée à vous. Allez, mesdames et messieurs, nous allons bien évidemment sonner notre micro pour prendre l'avis des citoyens. Que pensent les citoyens justement de la coalition, de la rupture, des engagements ou des non-respects justement des accords de politique et de gouvernance? Nous allons retrouver Anselme Richard et Modeste Adanzeto. Particulièrement au Bénin, c'est pas une question de ruse, mais c'est la réalité de la gestion du pouvoir. Parce que un célèbre président français avait dit il nous faut des institutions fortes et non des hommes forts. Tant qu'on aura des hommes forts, on sera toujours de cette manière-là. Parce qu'on voit qu'on prend une décision, mais au milieu du chemin, on prend une autre décision pour embrouiller tout le monde. On a connu beaucoup de choses dans ce pays. On a connu beaucoup de choses. Je crois que quand vous voyez cette décision du président Talon de faire un seul mandat, mais après, où tout a chamboulé, c'est bizarre. Personne n'a bougé dans le pays. Quand vous voyez l'accord qui a été signé avec ses amis qui l'ont poussé, qui l'ont fait venir au pouvoir, mais vous voyez ce qui s'est passé après. Il a promis beaucoup de choses, mais après c'est autre chose qui s'est passé. Comme ce qui se passe actuellement au Sénégal. C'est dommage. C'est dommage, il va falloir que quand même on puisse nous remettre en cause. Parce que tant qu'on ne va pas comprendre que mettre les institutions très fortes pour que quel que soit celui qui vient au pouvoir puisse continuer dans la dynamique de celui qui était là, on ne va jamais avancer. Donc il va falloir que ce qu'on met dans les projets d'action, c'est autre chose. Mais quand on arrive au pouvoir, c'est complètement autre chose. Et ça me fait, moi, personnellement mal, très mal. Parce que quand je prends le projet d'action de la rupture, j'y avais cru. Le nombre de logements sociaux qu'on doit construire par an, pendant les 5 ans, ce que ça devait faire, mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Très peu. Très peu par rapport à ce qu'on nous a promis. Mais qui parle? Personne. Donc ça veut dire que c'est la réalité de la gestion du pouvoir d'État qui rattrape nos hommes d'État à un moment donné, qu'ils le veuillent ou non. Juste après les élections, la nuit de miel ne dure pas longtemps. La nuit de miel ne dure pas longtemps parce que très vite, les intérêts des uns et des autres entrent en jeu. Parce qu'il s'agit ici du pouvoir. Et le pouvoir s'exerce seul. On n'exerce pas le pouvoir en groupe. On exerce le pouvoir seul. Et ce qui fait que très vite, des conflits d'intérêts surgissent. Et c'est ces conflits qui créent l'éclatement de ces coalitions-là. Donc, je dirais que c'est le propre du pouvoir. C'est le propre du pouvoir. Et même quand vous entrez dans l'histoire du Dahomey, ça a été toujours comme ça. Les faiseurs de roi
ne bénéficient pas toujours des grâces du roi. Et surtout ceux-là qui ont été vraiment, ceux qui ont servi d'échelle au roi pour s'introniser, souvent c'est ceux-là qui deviennent ou qui sont vus comme les premiers adversaires à abattre, les premiers ennemis à éliminer pour un règne durable. Donc je dirais que c'est la nature du pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle même qu'aujourd'hui les réformes vont dans le sens de ce qu'on ait des partis politiques forts. Mais encore là, nous avons du chemin à faire. La solution, à mon avis, c'est d'abord trouver un mécanisme pour que nous ayons des partis politiques assez sur des idéaux. Tant qu'il n'y aura pas d'idéologie au niveau du combat politique, nous allons voir qu'il y aura des alliances, il y aura chaque fois, à la veille de chaque élection, il y aura des alliances, quel que soit le nom qu'on donne à ces alliances-là. Aujourd'hui, on parle d'accord de gouvernance, c'est pratiquement la même chose que les alliances qu'on a toujours observées. Donc, tant qu'il n'y aura pas de réelle idéologie qui sous-tende le combat politique dans notre pays, il sera difficile de pallier ou de trouver une solution définitive à cette situation. Dit que c'est de la ruse, c'est déjà trop dit, c'est le monde politique, c'est une stratégie. Revenons même déjà à la base, vous savez, il n'y a pas que les partenaires politiques, nous-mêmes en tant qu'électeurs, nous sommes des partenaires politiques. Donc, c'est des gens, ils ne connaissent pas véritablement la réalité du pouvoir, ils veulent aller vers le pouvoir. Mais ils vous font des promesses, mais quand ils vont là-bas, ils connaissent maintenant la réalité du pouvoir. Tu ne peux plus revenir en arrière et corriger la promesse que tu as faite. Vous allez le constater depuis toujours, depuis que la politique est politique, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas une ruse. C'est parce qu'on a besoin de conquérir beaucoup plus d'électeurs, de conquérir beaucoup plus de partenaires politiques, en voulant gagner notre confiance. C'est le monde de la politique qui est comme ça. On me dira tout simplement, si vous m'élisez, voilà ce que je vais faire, ce que je vais faire, ce que je vais faire. Mais c'est des gens qui ne maîtrisent pas véritablement le fonctionnement du pouvoir. Ils n'ont pas encore, surtout quand on veut accéder à la magistrature suprême, on ne connaît pas en fait comment est-ce que le pays fonctionne. On y va, on découvre la réalité, mais on ne peut plus revenir à la base pour dire, mais ce que j'avais dit là, excusez-moi, et un président l'a dit. Ceux qui croient, en fait, je le paraphrase comme ça, ceux qui croient à des promesses politiques, cela n'engage qu'eux. Il ne faut pas croire à la promesse politique. Maintenant, pour des partenaires politiques qui font avec eux, et qu'il arrive peut-être que celui qui est au pouvoir ne respecte pas la promesse qu'il a eu à faire. Vous savez, la politique, ce n'est pas pour les enfants. La politique, c'est pour les grands. Quand vous allez, il y a d'abord ce qui vous a amené en politique. Je suppose, vous êtes venu à la base. Vous dites aux gens qui sont à la base, quand je serai président, je vais vous aider à construire 2 écoles, je vais vous aider à construire 3 écoles. Mais vous avez un ministre là qui, pour lui, ne veut pas qu'on construise peut-être une école, mais qui veut remplir ses poches. Parce qu'il a participé à votre élection. Vous ne pouvez quand même pas accepter qu'il détruise votre mandat. Parce que c'est vous qui laissez, qui faites le bilan à la fin de votre mandat. Ce n'est pas lui ministre, ce n'est pas lui partenaire politique qui fera le bilan à votre place. Donc du coup, une fois au pouvoir, quand on découvre les réalités du pouvoir, les gens sont obligés, ou bien les dirigeants sont obligés de tourner dos catégoriquement, même des fois, avec leurs partenaires politiques. Ceux-là qui, plus tard, ils se disent, bon, ils ne répondent plus à la réalité de ce que je veux traverser, ils ne répondent véritablement plus. Il y a également d'autres. Comme je le disais à l'entame, c'est une stratégie. Je vous amène, je vous cloue les becs et puis je vous renvoie. On l'a déjà connu au Bénin plusieurs fois. Allez, fin de cette édition spéciale, mesdames et messieurs, la question reste toujours pendante. Le protocole d'accord est-il respecté en parlant justement de l'accord et d'engagement concernant la coalition de la rupture en 2016? Qu'est-ce qui pourrait justifier le non-respect des engagements et des accords par les différents présidents vis-à-vis justement de leurs alliés politiques? Nous avons eu au téléphone les différentes interventions. Merci à toutes et à tous d'aimer toujours Berry TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer notre chaîne. À très vite.